Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner de famille pourrait révéler toutes les vérités que j'avais essayé d'ignorer pendant des années. C'était le genre de soirée qui m'a forcé à enfin voir ma place dans cette famille, pour ce qu'elle était vraiment. Je m'appelle Meredith, et j'étais assise à la même table où j'avais investi mon temps, mes efforts, et mes économies, y compris les 59 000 $ qu'il m'avait supplié d'utiliser pour sauver le restaurant. Papa a posé sa fourchette et a prononcé la phrase qui a fendu la pièce avec une précision stupéfiante. Une phrase qu'il a dite quelques jours seulement après avoir utilisé mon argent pour sortir leur entreprise de la faillite. Personne n'a plus besoin de ton argent, ni de toi. L'atmosphère n'a pas changé. Maman a continué de manger comme si ces mots n'étaient rien. Ma sœur a levé son verre avec un air satisfait, s'attribuant le rétablissement du restaurant comme sa victoire personnelle, tout en agissant comme si mon sacrifice n'avait jamais eu lieu. J'ai gardé une posture droite, même si une chaleur me serrait la poitrine. Leur assurance me disait qu'ils croyaient que le pouvoir avait entièrement basculé en leur faveur. Pourtant, ils n'avaient aucune idée depuis combien de temps je me préparais pour ce moment précis. Je les ai regardés réécrire la vérité, s'attribuer le mérite de ce qu'ils n'avaient jamais construit, et rejeter tout ce que j'avais porté, et j'ai compris que rester silencieuse serait le choix le plus judicieux que je puisse faire. Mon silence ce soir-là n'était pas une capitulation. C'était le commencement. Et au lever du soleil, ils apprendraient enfin qui avait vraiment besoin de qui. Si vous voulez savoir comment tout s'est effondré après ce dîner, et pourquoi ces mots ont fini par leur coûter bien plus cher que ce à quoi ils s'attendaient, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire parle à quiconque a déjà été mis de côté par les personnes pour qui il s'est le plus battu. Un appel de maman est arrivé en fin d'après-midi, et la tension dans sa voix m'a noué l'estomac avant même qu'elle n'explique ce qui se passait. J'ai conduit jusqu'au restaurant barbecue de mes parents, et je suis entrée dans un lieu qui avait autrefois été rempli de bruit et de confiance, mais qui semblait maintenant vidé de son identité. Les chaises étaient empilées de manière inégale, les lumières étaient plus faibles que d'habitude, et la fatigue gravée sur les visages de mes parents m'a révélé la vérité bien avant les papiers. Papa était assis derrière le comptoir, avec des piles de factures impayées étalées sur la surface. Il a poussé une liasse de documents vers moi, et j'ai parcouru les chiffres qui montraient à quel point le restaurant était dangereusement proche de la fermeture. Son ton portait un poids que je lui entendais rarement. « Tu es notre dernier espoir. » Cette phrase pesait sur moi plus lourdement que n'auraient jamais pu le faire les colonnes de dette. J'ai demandé à maman si ma sœur, Aaron, pouvait aider d'une manière ou d'une autre, espérant qu'elle pourrait partager une partie de la responsabilité. Maman a secoué la tête et a insisté sur le fait qu'Aaron avait ses propres problèmes à gérer. Aaron est apparu un instant plus tard, toujours en pyjama, et a demandé à maman ce qu'elle prévoyait de cuisiner pour le dîner, sans même reconnaître la crise grandissante. Maman a réconforté Aaron et m'a regardé avec une attente qui ne laissait aucune place au refus. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, alors j'ai retrouvé mon meilleur ami, Calvin, dans un café tranquille près de notre ancienne école. Reniflement. Calvin a écouté chaque détail, en essayant de garder une expression neutre, bien que je puisse sentir son inquiétude. Il m'a rappelé toutes les fois où j'étais intervenue pour ma famille sans recevoir beaucoup de reconnaissance en retour. Calvin a dit que je devrais réfléchir à la façon dont cette décision pourrait m'épuiser à nouveau, et il m'a demandé si je voulais vraiment répéter le même cycle. Ces paroles étaient raisonnables, et pourtant, une partie de moi croyait encore qu'aider maintenant pourrait enfin changer la façon dont mes parents me voyaient. Ce soir-là, je suis retournée au restaurant. Papa m'a tendu d'autres factures, chacune reflétant la même histoire urgente. Maman se tenait à ses côtés avec un mélange de désespoir et de soulagement, comme si ma seule présence signalait une solution. Aaron est passé à nouveau et a commenté à quel point sa journée avait été épuisante, même si elle n'avait contribué à rien en lien avec l'entreprise. Maman lui a brossé doucement les cheveux et lui a murmuré quelque chose de rassurant avant de se tourner vers moi avec des yeux pleins d'espoir. Mes parents m'ont observé attentivement pendant que je lisais le dernier document. La vérité était évidente. Le restaurant ne survivrait pas sans une intervention immédiate. J'ai pris une lente respiration et j'ai accepté d'aider. Je leur ai dit que je couvrirais la dette, qui s'élevait à 59 000 $, mais que je voulais un accord financier écrit pour garantir la transparence.
Maman a hoché la tête avec un empressement presque frénétique, et papa a dit que ce n'était pas nécessaire, mais il a accepté quand même, principalement parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. J'ai lu le contrat 2 fois avant de signer, m'assurant que la clause que j'avais ajoutée me protégerait si les choses tournaient mal. Je n'ai pas révélé les détails de cette clause, et ils n'ont pas posé de questions. Mes parents étaient trop soulagés pour se demander pourquoi j'insistais pour avoir un document officiel. Pour eux, la crise semblait s'estomper au moment où j'ai pris le stylo. Ils m'ont remercié à plusieurs reprises, avec des émotions qui ressemblaient plus à du désespoir qu'à de la gratitude. En quittant le restaurant avec l'accord dans mon sac, j'ai ressenti un sentiment d'espoir prudent. Je croyais que mon intervention pourrait enfin me donner ma place dans la famille. Et pendant un bref instant, je me suis permis d'imaginer que ce sacrifice changerait quelque chose de significatif. Pourtant, même à ce moment-là, un malaise discret persistait sous la surface, laissant entendre que l'avenir ne se déroulerait pas comme je l'espérais. Quelques semaines après que la dette a été réglée, le restaurant a retrouvé un rythme qui me rappelait pourquoi les gens de cette ville aimaient notre cuisine durant les meilleures années. J'arrivais avant le lever du soleil pour gérer les premières livraisons, et je restais souvent jusqu'à l'impression du dernier ticket, car chaque système devait être reconstruit après des mois de négligence. Je gérais la rotation en cuisine, les plannings, les approbations des heures supplémentaires, les appels aux fournisseurs, les virements hebdomadaires, et le flux constant de retours clients, qui arrivait plus vite que prévu une fois que l'odeur d'une activité stable s'est de nouveau répandue dans le quartier. La pression m'épuisait certains jours, mais il y avait une étrange clarté à voir l'endroit respirer plutôt que suffoquer sous les factures impayées. La dynamique s'est encore renforcée la deuxième semaine, lorsque des files d'attente s'étiraient jusqu'à la porte pendant les heures de déjeuner. Maman tenait la caisse avec une énergie que je n'avais pas vue depuis des mois, bien qu'elle jetait parfois un coup d'œil vers Aaron, qui avait commencé à se montrer à des moments imprévisibles. Aaron se promenait dans la cuisine avec un presse-papier sur lequel elle n'écrivait jamais, et elle s'attardait près de conversations dont elle n'avait jamais fait partie lorsque le restaurant était en difficulté. Sa présence modifiait l'atmosphère d'une manière qui m'obligeait à m'écarter pour qu'elle ne m'accuse pas de l'exclure. Elle souriait aux clients comme si elle avait travaillé pendant la période difficile, puis me suivait dans le bureau sans y être invitée pour observer mes progrès sur la paie. Maman et papa complimentaient Aaron chaque fois que les clients appréciaient la nourriture ou le service. Ils parlaient de son dévouement, de son instinct de leader, et de sa vision pour le menu, même si elle n'avait pas offert une seule suggestion lorsque la banque menaçait de saisir le restaurant. J'écoutais sans interrompre, car mon énergie devait rester concentrée sur la stabilité du système, plutôt que sur la correction de leur version de l'histoire. Aaron hochait la tête à chaque compliment, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle croyait d'elle-même depuis des années, tandis que je tapais silencieusement pour éviter d'avoir une réaction qui pourrait être interprétée comme du ressentiment. J'ai remarqué des changements subtils à l'intérieur du bureau au cours des jours suivants. Des réunions qui m'incluaient auparavant se tenaient soudainement derrière la porte fermée de la réserve. Des fournisseurs appelaient pour confirmer des décisions dont je n'avais pas entendu parler. Les fiches budgétaires hebdomadaires étaient révisées par quelqu'un d'autre, puis posées sur mon bureau sans explication. Le schéma s'est répété assez de fois pour que je comprenne que ce n'était pas une erreur. Aaron devenait le centre de leur planification, même si elle n'avait aucune expérience dans la gestion de la reconstruction financière. Sa confiance grandissait à chaque murmure qu'il partageait loin de moi, et elle a commencé à corriger mes décisions devant les nouveaux employés, qui avaient rejoint l'équipe après la fin de la crise. Papa a balayé mes questions lorsque j'ai essayé de clarifier les changements, me disant qu'il faisait confiance à la perspective nouvelle d'Aaron. L'expression s'est installée dans mon esprit avec un poids inconfortable, car elle faisait écho aux changements que je ressentais dans chaque recoin du restaurant. J'ai ajusté mon approche en créant de la distance autant que possible, ce qui m'a permis d'observer sans provoquer de conflit. Cette distance protégeait ma concentration, et elle a également révélé à quel point Aaron était devenue désireuse d'imiter une autorité qu'elle n'avait jamais méritée. Elle supervisait de petites tâches qui faisaient autrefois partie de ma routine quotidienne, puis rapportait ses observations à maman avec une assurance tranquille qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que maman soit d'accord avec ses évaluations. Pendant ce temps, je continuais à travailler à un rythme calme qui préservait la stabilité de l'endroit tout en évitant les disputes directes. Je suivais chaque changement avec soin,
et je documentais chaque transfert de responsabilité, non pas pour confronter qui que ce soit immédiatement, mais pour comprendre jusqu'où il comptait m'exclure. Les réaffectations constantes montraient une version de la vérité que j'avais essayé d'ignorer lorsque la crise de la dette avait commencé. J'ai réalisé que je devais me protéger bien avant que le coup de grâce n'arrive à table, car les signes avant-coureurs étaient déjà là, tissés dans chaque décision qu'il prenait sans moi. À la fin de ce mois, j'ai senti un changement se former avant que quiconque ne dise un mot. Bien que j'ai essayé de rester concentré sur les opérations qui nécessitaient encore de l'attention, l'ambiance du restaurant était différente, d'une manière qui suggérait que des décisions avaient été prises sans me consulter. Pourtant, j'ai attendu que mes parents parlent, plutôt que de supposer la direction qu'ils comptaient prendre. Leur annonce est arrivée lors d'un moment calme au bureau, lorsque maman a croisé les bras avec une expression qui ressemblait presque à de la sympathie. Elle a dit qu'Aaron commencerait à gérer l'endroit pendant un certain temps, car il ne voulait pas que je m'épuise après tout ce que j'avais fait. Papa l'a soutenu d'un hochement de tête, ajoutant qu'Aaron possédait un style de leadership naturel dont l'entreprise pourrait bénéficier alors qu'elle entrait dans une phase plus solide. Les mots ont atterri avec une lourdeur sourde, non pas parce que je craignais d'être remplacé, mais parce que leur ton laissait entrevoir une conclusion à laquelle ils étaient déjà parvenus à huis clos. Aaron est entré dans le bureau quelques secondes plus tard avec une confiance éclatante qui révélait qu'elle était au courant de la décision bien avant moi. Elle a expliqué son plan pour un nouveau modèle de fonctionnement qui incluait des services prolongés, des protocoles de planification révisés, et un ajustement du menu qui, selon elle, moderniserait le restaurant. Sa voix portait une assurance bien rodée, qui faisait de sa proposition une performance qu'elle attendait de livrer. J'ai écouté attentivement pour identifier les lacunes pratiques, mais Aaron a interprété mon silence comme une invitation à prendre le contrôle avec encore plus d'enthousiasme. Les employés n'ont pas tardé à venir me voir avec des inquiétudes, disant qu'Aaron les poussait au-delà des limites raisonnables, surtout lorsqu'elle exigeait des cycles de préparation plus longs sans tenir compte de la fatigue physique du personnel de cuisine. Plusieurs ont décrit des moments où Aaron les avait corrigés brusquement devant les clients, ce qui créait une tension qui se propageait dans l'équipe plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai continué à observer en silence, car répondre de manière défensive n'aurait fait que donner à Aaron une raison de me présenter comme étant réfractaire à l'amélioration. Aaron a intensifié son implication en examinant des sections du registre financier qu'elle avait à peine regardées pendant la crise, puis en insérant des notes qui contredisaient les registres légitimes que j'avais tenus pendant des mois. La situation est devenue plus pesante lorsque j'ai réalisé qu'elle avait modifié certaines entrées au lieu de les vérifier. Les changements étaient assez subtils pour ressembler à des corrections d'écriture, mais assez précis pour déplacer la responsabilité de certaines commandes coûteuses, loin des décisions qu'elle avait récemment prises et vers des dates antérieures. J'ai étudié ces ajustements en silence, car la confronter prématurément ne ferait que lui faire assumer une autorité qu'elle n'avait pas méritée. Elle m'a remarqué en train d'examiner le grand livre un après-midi et a fait une remarque douce qui avait plus de mordant que de volume. Aaron a dit qu'elle avait besoin que tout soit organisé correctement, maintenant qu'elle assumait un rôle officiel. Ses yeux se sont attardés sur moi assez longtemps pour sous-entendre qu'elle croyait que les chiffres devaient refléter sa version de l'ordre, plutôt que la vérité enregistrée pendant la reconstruction. Maman a félicité Aaron plus tard dans la journée, disant à un serveur que le restaurant avait enfin une vraie direction sous la houlette d'Aaron. Papa a fait écho à ce sentiment avec un commentaire sur les instincts sur d'Aaron, ce qui a laissé un arrière-goût plus révélateur qu'il ne le voulait. Leur approbation s'est faite plus forte au fil de la semaine, tandis que mes contributions s'estompaient de leur conversation, comme si elles appartenaient à un chapitre lointain. J'ai continué à travailler à un rythme régulier, ce qui m'a permis de suivre les changements sans révéler à quel point je surveillais chaque transfert d'autorité. Aaron marchait avec une confiance accrue qui frisait l'arrogance, et le personnel a commencé à me traiter avec précaution, car il sentait que l'équilibre du pouvoir basculait d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. Pendant une nuit calme au bureau après le coup de feu du dîner, j'ai récupéré l'accord financier que j'avais signé au début de la crise. Le papier me semblait plus lourd que dans mon souvenir alors que je le dépliais pour relire la clause que j'avais incluse pour ma protection. La clause ne résolvait pas encore tout. Elle me rappelait que je m'étais préparé à l'éventualité que la gratitude s'estompe une fois la stabilité revenue. Je l'ai lu lentement, réalisant que je devrais peut-être agir plus tôt que prévu,
car les signes de déclin prenaient déjà forme dans les décisions d'Aaron et dans l'empressement de mes parents à la laisser remodeler tout ce qu'il m'avait permis de reconstruire. Puis est venu ce dîner, celui où tout le monde a agi comme si les dernières semaines avaient été parfaitement ordinaires. Maman a disposé les plats avec une gaieté forcée, tandis que papa s'est penché en arrière sur sa chaise avec un calme qui suggérait que tout dans son monde était enfin sous contrôle. Aaron était assise en face de moi avec sa posture assurée habituelle, faisant tourner son vin comme si elle célébrait une victoire qu'elle seule comprenait. La pièce avait une étrange clarté, comme si la tension entre nous avait été soigneusement pliée et cachée sous la table. J'ai pris ma place et j'ai immédiatement senti que quelque chose de préparé allait se dérouler. Maman a posé quelques questions désinvoltes sur les opérations du restaurant, des questions dont elle connaissait déjà les réponses parce qu'elle en avait discuté avec Aaron bien avant ce dîner. Je n'étais plus invitée à ces conversations, et tout le monde à table semblait à l'aise avec le fait que cela n'avait plus d'importance. Aaron a commencé à énumérer ce qu'elle appelait les accomplissements du mois. Mais la seule chose que j'entendais, c'était l'effacement de mon travail. Elle a passé en revue chaque amélioration que j'avais apportée depuis que la dette avait été réglée, présentant chaque étape comme sa propre idée, sa propre initiative, son propre talent. Elle parlait avec une confiance qu'elle n'avait jamais possédée avant le jour où j'ai payé 59 000 $ pour sauver le restaurant de la fermeture. Maman hochait la tête à chaque point soulevé par Aaron. Papa ajoutait des commentaires approbateurs sur le leadership naturel d'Aaron, les offrant avec le ton de quelqu'un qui annonce une promotion. Je regardais leurs visages avec un étrange sentiment de détachement, comme si je les voyais de l'extérieur de ma propre vie. Aaron m'a jeté un regard avec un sourire assez vif pour fendre l'air, une reconnaissance silencieuse qu'elle avait pris une position qu'elle croyait désormais lui appartenir entièrement. La mascarade aurait pu durer plus longtemps, mais papa a décidé que la soirée avait besoin d'une conclusion. Il a posé son verre sur la table avec une précision délibérée, m'a regardé droit dans les yeux, et a prononcé la phrase qui allait couper le dernier fil qui nous unissait. Personne n'a plus besoin de ton argent, ni de toi. Les mots se sont installés lourdement dans la pièce. Maman n'a pas scié. Aaron n'a pas bronché. Ils ont réagi comme si cette déclaration avait été planifiée et convenue bien avant que j'entre. Aaron s'est légèrement penché en avant, sa voix douce. Le restaurant prospère grâce à moi, pas à toi. Sa confiance était absolue. Maman n'a pas objecté. Papa ne l'a pas corrigé. Ils ont accepté sans hésitation la version réécrite de la réalité. Une version où je n'existais pas dans l'histoire de leur redressement. J'ai regardé Aaron un long moment, puis maman et papa. Aucun d'eux n'a soutenu mon regard avec une once de reconnaissance pour ce que j'avais fait. Ils n'ont pas mentionné les sacrifices. Ils n'ont pas mentionné les longues nuits. Ils n'ont pas mentionné l'argent qui a permis de garder leurs portes ouvertes. C'était comme si ma contribution avait été effacée de leur mémoire. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas défendue. La dure expérience m'avait appris que se disputer dans cette famille ne faisait que faire disparaître la vérité plus rapidement. Le silence en révélait plus que n'importe quelle confrontation. Dans ce silence, j'ai lu chaque motif, chaque changement de loyauté, chaque accord caché qu'il supposait que j'étais trop aveugle pour voir. Le dîner s'est poursuivi autour de moi, mais je me suis retirée du rythme de leur conversation. Reniflement, j'ai regardé la façon dont Aaron décrivait les futurs projets pour son restaurant. J'ai regardé la façon dont maman s'en délectait. J'ai regardé la façon dont papa la soutenait. Et j'ai réalisé que la trahison avait été consommée bien avant ce dîner. Quand le repas s'est enfin terminé, je me suis levée lentement, ressentant une résolution que je n'avais jamais connue auparavant. S'ils n'avaient plus besoin de moi, ils étaient sur le point d'apprendre ce que cela signifiait vraiment. J'allais agir cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange clarté, comme si toutes les émotions de la veille s'étaient suffisamment apaisées pour laisser place à une décision irréversible. J'ai quitté la maison plus tôt que d'habitude et j'ai conduit jusqu'à la banque avec l'état d'esprit de quelqu'un qui ne devait plus rien à des gens qui avaient rejeté chaque contribution que j'avais jamais faite. L'atmosphère dans le hall avait juste ce qu'il fallait de sérieux pour me garder stable pour ce que j'allais faire. Au bureau de conseil, j'ai rencontré le conseiller financier qui m'avait aidé à rédiger les conditions d'investissement lorsque j'avais remboursé les dettes du restaurant.
Son rôle avait toujours été d'évaluer les risques et de s'assurer que chacune de mes décisions financières respectait les règles de conformité. Il m'a reconnu dès que j'ai dit mon nom et m'a demandé quelle clause j'avais l'intention d'activer. La façon dont il me regardait montrait clairement qu'il savait que ce n'était pas une visite de routine. Je lui ai dit d'arrêter officiellement tous les paiements automatiques provenant de mon compte vers le système du restaurant. Il n'y a eu aucune hésitation. Quelques confirmations plus tard, le flux de trésorerie est revenu à sa propriétaire légitime, moi. Il m'a informé que les transactions récurrentes avaient été bloquées et que tout paiement futur devrait provenir directement de la personne légalement en charge du restaurant. Ensuite, j'ai demandé l'annulation de toutes les lignes de crédit fournisseurs que j'avais mises en place pour stabiliser leur stock pendant la phase de reprise. Cela signifiait que les vendeurs ne compteraient plus sur mon compte pour le règlement des factures. Chaque commande devrait désormais passer par le système du restaurant, sans aucun des filets de sécurité que j'avais autrefois installés. Le conseiller a documenté ma demande de manière approfondie, confirmant que l'annulation prendrait effet immédiatement. Quand il m'a demandé si je voulais retirer mon capital, je lui ai tendu l'accord et j'ai pointé la clause qui autorisait une récupération totale si la transparence au sein du partenariat était compromise. Il a relu la section, a hoché la tête, et m'a dit que j'en avais parfaitement le droit tant que je soumettais la demande par écrit. J'ai signé le formulaire de retrait et je l'ai regardé l'enregistrer dans le système. Cette transaction n'était pas juste une procédure financière. Reniflement, c'était le moment où je me suis détaché d'un environnement qui ne me témoignait plus le moindre respect. En sortant de la banque, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des alertes du système de gestion du restaurant. Je n'avais pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'elles disaient. Aaron avait certainement vu la seule notification qu'elle ne s'attendait jamais à rencontrer. Paiement échoué. Je pouvais presque imaginer son visage, la confusion, la perte soudaine de contrôle, si loin de l'arrogance suffisante qu'elle affichait au dîner la veille. Maman et papa supposeraient probablement que c'était un problème technique. Ils avaient toujours cru que les choses se passaient bien parce que l'univers était simplement bienveillant envers eux, sans jamais réaliser que c'était moi qui, discrètement, maintenais tout en ordre. Aujourd'hui, ils allaient enfin voir ce qui se passe lorsque la confiance est remplacée par l'arrogance. Je n'ai pas regardé en arrière en quittant la banque. Je n'en avais pas besoin. Je venais d'activer la clause qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire. Une semaine plus tard, les conséquences de chaque décision qu'ils avaient rejetée sont finalement arrivées, avec un poids que personne dans ma famille ne savait comment porter. Je me suis réveillée avec une série de messages non lus du fournisseur du restaurant, chacun de plus en plus urgent, et tous disant la même chose. L'entreprise ne pouvait plus envoyer de livraison car le solde impayé avait dépassé le seuil autorisé. L'email mettait en copie maman et papa, et il détaillait les chiffres avec une clarté qui ne laissait aucune place aux excuses. Les paiements manquants avaient déclenché un blocage, et le restaurant ne remplissait plus les conditions pour passer de nouvelles commandes. À midi, Aaron a tenté de tenir la journée avec les quelques ingrédients restants en stock, tout en prétendant que la situation était gérable. Les clients arrivaient en s'attendant au menu habituel, mais la cuisine manquait de la moitié des produits essentiels, ce qui a créé une vague de frustration qui s'est propagée dans la salle à manger. Les gens ont fait demi-tour à la porte lorsqu'on leur a dit que leur plat préféré n'était pas disponible, et certains se sont demandé si l'endroit avait changé de propriétaire. J'ai observé de loin comment les avis en ligne du restaurant ont chuté en quelques heures. Le personnel, déjà épuisé par les nouveaux horaires d'Aaron, a commencé à démissionner en masse. Un cuisinier lui a dit qu'il refusait de continuer alors qu'elle prolongeait les services sans approbation. Un autre employé l'a confronté en privé après avoir découvert que la paie avait de nouveau été retardée. Aaron a répliqué avec la confiance fragile de quelqu'un qui croit que l'autorité vient du volume plutôt que de la compétence. Ses réactions sont devenues de plus en plus frénétiques à chaque email de démission d'un employé. En 48 heures, l'équipe a été réduite à une fraction de ce dont le restaurant avait besoin pour fonctionner. L'effondrement s'est accéléré quand Aaron a tenté de gérer un coup de feu du soir avec des travailleurs temporaires inexpérimentés qu'elle avait appelés à la dernière minute. Elle a crié sur un serveur devant une salle comble, le blâmant pour une boisson renversée qui était clairement due à ses propres instructions chaotiques. Un groupe de clients s'est levé et est parti après avoir assisté à la scène.
Quelqu'un a filmé son esclandre, et un court clip est apparu en ligne avec le nom du restaurant. La publication s'est rapidement propagée parmi les habitants, et les dégâts se sont multipliés. Maman et papa ont essayé de stabiliser la situation en appelant tous les contacts qu'ils avaient gardés au fil des ans. Ils ont contacté d'anciens employés, des cousins, des connaissances lointaines, et même de vieux clients qui travaillaient dans la distribution, espérant que quelqu'un pourrait contourner le blocage du fournisseur. Chaque appel s'est terminé de la même manière. Sans paiement à jour, rien ne pouvait être traité. Les limites que j'avais désactivées restaient verrouillées, et la porte financière sur laquelle ils comptaient depuis des mois n'existait plus. Ils ont ensuite tenté de me joindre. Maman a laissé un long message me demandant de l'aide, juste pour cette fois. Papa a envoyé plusieurs textos courts, insistant sur le fait que le problème était temporaire et que le restaurant n'avait besoin que d'un petit coup de pouce pour rester à flot. Aaron a écrit en dernier, essayant de changer de ton en suggérant que je devrais agir en tant que membre de la famille. J'ai lu leur message sans répondre. Le silence me semblait plus pur que n'importe quelle explication que j'aurais pu offrir. Ils avaient tracé leur ligne à cette table de dîner, et j'avais enfin appris à tracer la mienne. Les appels se sont intensifiés au cours des 2 jours suivants. Ils ont demandé à me rencontrer en personne, promettant de discuter calmement. J'ai refusé sans hésitation, car je n'avais plus l'intention de me retrouver dans la même pièce où le blâme avait été déguisé en attente. Ils ont insisté à nouveau, cette fois, me pressant de visiter le restaurant pour voir les dégâts par moi-même. J'ai également refusé cette suggestion. La situation était assez claire sans avoir à constater l'effondrement en personne. À la fin de la semaine, le restaurant était à l'arrêt. Sans fourniture, sans personnel, et sans système de gestion fonctionnel, l'établissement a fermé ses portes pour une durée indéterminée. Aaron a évité tout contact après avoir réalisé que personne ne pouvait absorber les conséquences de ses erreurs. Maman et papa ont essayé de sauver le peu de fierté qu'il leur restait, mais la vérité se tenait entre eux, avec un poids qui ne pouvait plus être ignoré. Je ne suis pas intervenue. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement laissé la structure qu'ils défendaient si ardemment s'effondrer, exactement de la manière dont elle avait été construite. Quelques semaines après la fermeture du restaurant, le silence autour de ma famille semblait plus lourd que n'importe quelle confrontation que nous ayons jamais eue. Il s'est installé dans chaque appel sans réponse, chaque message qui n'arrivait plus, et chaque espace où les accusations remplissaient autrefois l'air de chaleur. Pour la première fois depuis des années, j'ai regardé la distance se former sans résistance, et je l'ai laissé grandir, car c'était la seule chose qui avait enfin un sens. Mes parents ont d'abord essayé de cacher le désastre, mais la réalité ne coopère jamais avec l'orgueil. Lorsque les fournisseurs ont exigé le paiement intégral, ils ont été contraints de vendre des meubles, du matériel, et même le vieux camion que mon père avait toujours juré de garder. Il y a eu des jours où les voisins regardaient les acheteurs sortir des objets du garage, pendant que maman se tenait sur le pas de la porte, le visage vidé de ses couleurs. Aucun d'eux ne m'a appelé pour se plaindre ou demander conseil. Le silence entre nous portait un message qu'ils avaient enfin compris, mais jamais admis. Aaron a tenté d'échapper aux retombées avec une confiance qu'elle n'avait plus la position de soutenir. Elle a postulé à tous les postes de direction à une distance raisonnable. Pourtant, chaque entretien s'est terminé de la même manière. D'anciens employés ont partagé leurs expériences, et la réputation qu'elle pensait s'être forgée s'est dissoute plus vite qu'elle ne l'escomptait. Elle a cessé de publier sur son parcours de leadership en ligne, et même ses amis les plus proches se sont discrètement éloignés une fois qu'ils ont compris l'histoire derrière l'effondrement du restaurant. Je n'ai jamais célébré sa chute, même si je la reconnaissais comme la conséquence naturelle de choix qu'elle refusait d'assumer. Un après-midi, j'ai fait mes valises sans fanfare et j'ai quitté le Texas. J'ai choisi une ville où personne ne connaissait mon nom de famille, où je pouvais commencer un travail sans que les gens chuchotent à propos du restaurant, où je pouvais commencer mes journées sans me préparer à la crise de quelqu'un d'autre. La première nuit dans mon nouvel appartement, j'ai réalisé que le calme ne me semblait plus menaçant. Il me semblait mérité. J'ai compris que la paix n'était pas l'absence de conflit, mais l'absence de personnes qui attendaient de moi que je me sacrifie pour préserver leur confort. Mes parents ne se sont jamais excusés, et je ne leur ai jamais demandé de le faire.
La distance a fait disparaître les attentes qu'ils avaient autrefois placées sur moi, et j'ai appris que je n'avais pas besoin de tourner la page avec des gens qui n'avaient aucune intention de me l'offrir. Aaron a envoyé un unique message, demandant si j'étais prête à discuter pour le bien de la famille, mais j'ai choisi de ne pas répondre, car je ne croyais plus que la loyauté signifiait retourner dans des endroits qui refusaient de m'accorder de la valeur. Couper les ponts ne m'a pas semblé cruel. Cela m'a semblé nécessaire. J'ai construit de nouvelles routines, de nouvelles amitiés, et de nouveaux objectifs qui étaient enfin les miens. Le poids que j'avais porté pendant des années s'est dissous lentement chaque matin. Je me réveillais sans attendre la prochaine demande, la prochaine crise, ou le prochain rappel que ma valeur avait toujours été conditionnelle à leurs yeux. En m'éloignant, j'ai reconquis un avenir qu'ils n'auraient jamais pensé que je choisirais pour moi-même. Il y a des moments dans la vie où protéger sa propre paix devient plus important que de préserver une loyauté brisée. J'ai appris que l'amour sans respect vous épuise jusqu'à ce que vous oubliez qui vous êtes, et que les limites ne sont pas de la cruauté, mais une forme de survie. S'éloigner des gens qui refusent d'assumer leurs responsabilités n'est pas une trahison. C'est un acte de sauvetage personnel. La guérison commence au moment où vous vous choisissez, même si cela signifie laisser partir la famille que vous avez autrefois tant essayé de sauver.